Très bien. On va maintenant essayer d'aborder les hormones protéiques, le mode de fonctionnement des hormones protéiques, c'est-à-dire les hormones qui vont se fixer sur un récepteur membranaire. On a une petite idée, on a déjà une petite idée, puisqu'on avait réparti nos protéines en des protéines hydrophiles qui allaient se fixer sur des récepteurs membranaires et des hormones lipophiles qui allaient entrer à l'intérieur des cellules pour se fixer sur des récepteurs intracellulaires, pour que enfin sur ces récepteurs intracellulaires il allait modifier la quantité de protéines, soit en stimule la synthèse, en inhibant la synthèse de nouvelles protéines. Maintenant on va s'intéresser aux récepteurs qui sont membranaires, c'est-à-dire aux hormones hydrophiles qui vont se fixer sur des récepteurs membranaires et qui vont induire le changement de fonctionnement d'autres protéines. On vous dit, elles se fixent sur des récepteurs membranaires spécifiques qui vont intervenir dans le transfert ou passage de l'information de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. On a dit tout ça. Ça va être un message de transduction. Je vais transformer un message extracellulaire en un message intracellulaire. Très bien. Ce transfert est appelé transduction. Tout ça, c'est facile. On a parlé de tout ça et on est en train de se répéter. Il faut séparer quel et de que. Quel que soit le mécanisme de transduction, le récepteur membranaire est formé de 3 domaines. Et j'avais dit cela dans la séance précédente, tout à l'heure. J'avais dit que le récepteur cellulaire, que le récepteur membranaire était toujours constitué de 3 domaines. Un domaine extracellulaire, un domaine transmembranaire et un domaine intracellulaire. Très bien. Alors, le domaine extracellulaire possède la partie N-terminale. Vous savez que chaque protéine est constituée, chaque chaîne protéique, elle possède une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale. Pourquoi? Parce que une protéine, c'est quoi? Une protéine, c'est la succession d'acides aminés liés par des liaisons peptidiques. La liaison peptidique, elle est créée entre quoi et quoi? La liaison peptidique est créée entre la fonction amine d'un acide aminé et la fonction acide d'un autre acide aminé. Donc, je vais avoir un COOH qui va interagir avec un NH2. Donc, j'ai NH2, puis carbone alpha, puis COH. Puis NH2, puis carbone alpha, puis COH. J'ai une succession d'acides aminés et ces acides aminés vont interagir, ils vont créer des liaisons peptidiques en donnant soit une fonction carboxylique. Le premier acide aminé va donner une fonction carboxylique, le deuxième acide aminé va me donner une fonction amine. Le COOH va interagir avec le NH2 pour avoir la fameuse liaison CONH. CONH qui est la liaison peptidique. Très bien. Donc j'ai un acide aminé qui a donné le COH. Donc il va avoir une extrémité N-terminale. C'est son NH2 qui est libre. Et le dernier acide aminé, c'est un acide aminé qui va laisser le COH libre. Donc il a une partie C-terminale. Très bien. Donc dans une chaîne peptidique, j'ai une extrémité N-terminale et une extrémité C-terminale. Vous êtes d'accord? On vous dit que dans le récepteur transmembranaire, la partie N-terminale est extracellulaire. Alors que la partie C-terminale est intracellulaire. Très bien. Un domaine transmembranaire intervenant dans le transfert de l'info et un domaine C-terminal qui est intracellulaire et qui intervient dans la régulation du récepteur. S'il vous plaît. Now, je suis en train de parler des récepteurs membranaires. Les récepteurs membranaires sont constitués de 3 domaines. Un domaine extracellulaire, un domaine membranaire et un domaine intracellulaire. D'accord? Le domaine extracellulaire, c'est lui qui contient l'extrémité N-terminale. Et c'est lui qui lie l'hormone, parce que c'est lui qui est situé à l'extérieur. Donc c'est lui qui va lier l'hormone. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui a un feutre? Vous avez un feutre effaçable. Ah si. Donc voilà, regarde. J'ai une membrane plasmique. Voici la membrane plasmique. Cette membrane plasmique, elle va contenir un récepteur.
Ce récepteur, il a une extrémité interminale, un domaine transmembranaire et une partie C-terminale. Il possède une partie intracellulaire et une partie extracellulaire. La partie cellulaire extracellulaire est l'extrémité interminale. Alors que la partie intracellulaire, c'est la partie C-terminale. C'est la partie C-terminale. C'est la partie C-terminale. Donc j'ai une partie extracellulaire, une partie transmembranaire et une partie intracellulaire. On vous dit que c'est la partie extracellulaire qui est responsable de la fixation de l'hormone. L'hormone va se fixer sur l'extrémité interminale parce que c'est elle qui est située à l'extérieur. C'est elle qui va rencontrer l'hormone. Très bien. Le domaine transmembranaire, c'est le domaine responsable de la fixation du récepteur dans la membrane. C'est le domaine qui est responsable de la fixation de l'hormone. C'est le domaine qui est responsable de la fixation du récepteur sur la membrane. Et j'ai bien sûr une extrémité C-terminale qui est intracellulaire et qui, on vous dit que c'est la partie qui est responsable, qui intervient dans la régulation du récepteur. La partie C-terminale intervient dans la régulation du récepteur. Pourquoi? Parce que c'est la partie C-terminale qui est en contact avec le milieu intracellulaire. Donc si une cellule veut réguler son récepteur, si elle veut phosphoryler son récepteur, si elle veut internaliser son récepteur, si elle veut modifier son récepteur, si elle veut réaliser une modification à ce récepteur, elle va contacter la partie la plus proche. C'est la partie qui est à l'intérieur du cytoplasme, c'est la partie C-terminale. Donc la partie N-terminale, elle est extracellulaire et elle est responsable de la fixation de l'hormone. La partie transmembranaire, elle est responsable de la fixation du récepteur sur la membrane. Et la partie C-terminale, c'est la partie intracellulaire qui est responsable de la régulation de mon récepteur. Qui est responsable de la régulation de mon récepteur. Très bien, très bien. On avance. Schématiquement, il existe deux mécanismes de transduction. Le premier, c'est des récepteurs couplés à une enzyme qu'on appelle effecteur, grâce à la protéine G. Le deuxième, c'est des récepteurs qui portent une activité enzymatique dans leur région cytosolique. Allez, on est en train de nous parler maintenant des types de récepteurs. Il y a deux principaux types de récepteurs. Il faut savoir une chose. On avait dit que la fixation de l'hormone sur son récepteur, allait modifier le fonctionnement cellulaire. Pour qu'il y ait une modification du fonctionnement cellulaire, je dois activer une enzyme. Cette enzyme, je l'appelle effecteur. J'ai un mécanisme de transduction. Le mécanisme de transduction est réalisé grâce à un récepteur membranaire, ici. D'accord? Le rôle de ce récepteur membranaire est la transformation d'un message extracellulaire en un message intracellulaire. Cette transformation implique une enzyme. Cette enzyme, je l'appelle effecteur. Maintenant, je vais classer mes récepteurs selon l'enzyme. Certains récepteurs, ils possèdent dans leur structure propre l'enzyme. Certains récepteurs sont eux-mêmes enzymes. Certains récepteurs possèdent dans leur structure l'enzyme. C'est-à-dire que le récepteur, c'est lui qui fixe l'enzyme, c'est lui qui fixe l'hormone et c'est lui qui réalise la réaction enzymatique. D'accord? Le deuxième type, c'est des récepteurs qui sont couplés à un récepteur. D'accord? Donc j'ai deux types de récepteurs selon l'activité enzymatique. J'ai deux types de récepteurs. Soit un récepteur qui possède lui-même l'activité enzymatique, d'accord, soit un récepteur qui doit communiquer avec une enzyme. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que de quoi je suis en train de parler? Je suis en train de parler de la transduction, qui est la transformation du message extracellulaire en un message intracellulaire. Cette transduction nécessite une enzyme. Cette enzyme, je peux avoir deux types d'enzymes. Soit une enzyme qui fait partie du récepteur,
soit une enzyme qui est indépendante du récepteur. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai deux grands exemples. Pour les récepteurs qui communiquent avec une enzyme, d'accord? Ce sont des récepteurs couplés à la protéine G. Ce sont des récepteurs couplés à la protéine G. C'est la protéine G qui va donner le message du récepteur à l'enzyme. Le deuxième type de récepteur, c'est des récepteurs à activité enzymatique, comme le récepteur à activité tyrosine kinase, qu'on va voir plus tard. Donc j'ai combien de types de récepteurs? J'ai deux types de récepteurs. Quel est le critère de classification? Le type d'activité enzymatique. Soit l'enzyme fait partie du récepteur, soit elle ne fait pas partie du récepteur. Dans les RCPG, les récepteurs couplés à la protéine G, dans les RCPG, l'enzyme est différente du récepteur. Et dans les récepteurs à activité enzymatique, c'est le récepteur qui joue le rôle d'enzyme. C'est le récepteur qui joue le rôle d'enzyme. Excellent, excellent, on peut avancer. Haya. Les récepteurs couplés à un effecteur par l'intermédiaire de la protéine G. Qu'est-ce que c'est que ce récepteur? Je suis au niveau de la membrane plasmique. Je suis au niveau de la membrane plasmique. Voici ma membrane plasmique, s'il vous plaît. Voici ma membrane plasmique. Sur cette membrane plasmique, j'ai un récepteur. Sur ce récepteur va se fixer une hormone. L'hormone, elle va activer le récepteur. Le récepteur va communiquer avec une protéine, pas avec une enzyme, pas directement avec une enzyme, avec une protéine qui s'appelle la protéine G. Et la protéine G va envoyer le message, à un effecteur, à une enzyme. Donc j'ai trois principaux constituants au niveau des récepteurs couplés à la protéine G. J'ai un récepteur, la protéine G et un effecteur. J'ai combien d'intervenants? J'ai trois intervenants. Le premier intervenant est le récepteur. Le deuxième intervenant est la protéine G. Le troisième intervenant, c'est quoi? C'est l'effecteur. Avant de lire tout ça, nous allons comprendre nous-mêmes le mécanisme. Avant de parler de la structure de la protéine G, etc., on va directement voir la fonction. Ceux qui sont en train de nous écouter peuvent voir le schéma. Vous suivez avec moi sur le tableau. Vous avez une feuille de montre. Alors, il est effaçable, il n'est pas permanent. Très bien. Donc, j'ai une membrane plasmique. Et sur cette membrane plasmique va se fixer une hormone. J'ai une membrane plasmique et sur cette membrane plasmique va se fixer une hormone. La fixation de l'hormone sur son récepteur situé au niveau de la membrane plasmique va induire des modifications. Voici ma membrane plasmique. Voici le récepteur. Ce récepteur peut introduire une hormone. Une hormone peut se fixer sur ce récepteur. Vous êtes d'accord? Une hormone peut se fixer sur ce récepteur. Ce récepteur est couplé là à une protéine. Elle s'appelle la protéine G. La protéine G est constituée de trois sous-unités. Une sous-unité alpha, une sous-unité bêta et une sous-unité gamma. Elle est constituée de trois sous-unités. Une sous-unité alpha, une sous-unité bêta et une sous-unité gamma. Cette protéine G, devant elle, un peu à distance d'elle, il y a un effecteur. On a une enzyme. Donc le but de la transduction, c'est quoi? C'est que je puisse avoir une hormone qui, une fois fixée sur son récepteur, elle doit activer l'effecteur. Je dois avoir une activité enzymatique suite à la fixation de l'hormone sur son récepteur. Regardez ce qui va se passer. Je vais un peu parler de la protéine G. La protéine G est constituée de trois sous-unités, alpha, bêta et gamma. Alpha est différent de bêta.
Et bêta est différent de gamma. Donc je vais parler d'un hétérotrimère. Je vais parler d'un hétérotrimère. Elle est constituée de 3 parties qui sont différentes. Hétérotrimère. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut savoir que la protéine alpha est une protéine très spéciale. Que la protéine alpha est une protéine très spéciale. Elle a la capacité de fixer du GTP. Elle a la capacité de fixer du GTP et du GDP. Elle a la capacité de fixer du GTP et du GDP. Alpha, la protéine alpha peut être liée à la GDP et la protéine alpha peut être liée à la GTP. La protéine alpha peut être liée à la GTP comme elle peut être liée à la GDP. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Elle possède une deuxième caractéristique, c'est qu'elle a une activité GTPasique. La protéine alpha peut dégrader le GTP en GDP. La protéine alpha peut dégrader le GTP en GDP. Écrivons ces caractéristiques. La première caractéristique est la capacité de transformer quoi? GTP en GDP. La deuxième caractéristique, c'est la capacité de fixer GTP ou GDP. Elle peut fixer le GTP et elle peut fixer le GTP. Elle peut fixer les deux. Elle peut fixer soit la GTP, soit la GDP. Et en plus de ça, elle peut transformer la GTP en GDP. Est-ce qu'on est d'accord? Au repos, en l'absence d'hormones, la protéine alpha fixe le GDP. Elle fixe le GDP. Ayyuha al-atibba, je vous pose une question. Le GDP et le GTP, quelle est la molécule riche en énergie? GTP. Très bien. Donc on va dire que la protéine alpha, peut lier soit le GDP qui est pauvre en énergie, soit lier le GTP qui est riche en énergie. Donc la protéine alpha, elle peut être pauvre et elle peut être riche. Au repos, elle est pauvre. Elle est pauvre, le bus, le course, d'accord? Elle est pauvre et elle est modeste. Quand on est pauvre, on est modeste. Donc, au repos, elle est fixée à ses amis. D'accord? Donc, au repos, alpha est lié à bêta et à gamma. Alpha GDP est modeste. Alpha GDP va se fixer au dimère bêta gamma. Est-ce qu'on est d'accord? Regardez ce qui va se passer une fois l'hormone fixée. L'hormone va se fixer sur son récepteur. L'hormone, une fois fixé sur son récepteur, le récepteur va changer de conformation. Le récepteur va devenir actif, il va changer de conformation. Quand il devient actif, il va activer la protéine G. Le récepteur, une fois ayant fixé son hormone, il va activer la protéine G et la protéine G va devenir active. Il va activer quoi? Il va activer la protéine G-alpha. La protéine G-alpha تكون قاعدة pauvre avec du GDP et dit le récepteur il faut devenir riche. Il ne faut pas rester comme ça, d'accord? Il faut faire du commerce. Elle va l'écouter, donc elle va entrer dans le commerce et elle va devenir riche. Elle va échanger le GDP contre le GTP. Elle va devenir riche, elle va échanger le GDP contre le GTP. Quand elle devient riche, elle devient orgueilleuse. Elle va devenir orgueilleuse et elle va se séparer de ses amis bêta gamma. Donc elle va se séparer de ses amis. Vous n'êtes pas de mon niveau. D'accord? Elle va se séparer de ses
de ses amis, et le alpha GTP va se détacher de bêta gamma. Le alpha GTP va se détacher de bêta gamma, et en se détachant de bêta gamma, il va se fixer sur l'effecteur. D'accord? Elle va chercher quelqu'un de riche pour se marier avec lui. Donc c'est quoi ce quelqu'un de riche? C'est l'effecteur. Elle va se fixer sur l'effecteur. Alpha GTP va se fixer sur le récepteur, et en se fixant sur l'effecteur, elle va se fixer sur l'effecteur, et une fois fixée sur l'effecteur va devenir actif. Le récepteur va devenir actif. L'effecteur va devenir actif. Il va réaliser sa fonction enzymatique. J'ai plusieurs enzymes. Parmi eux, la fameuse adénylacyclase, parmi eux, la fameuse j'ai l'adénylacyclase, j'ai aussi la phospholipase C, d'accord, etc. J'ai plusieurs exemples. Donc elle va l'activer. Et tant que alpha est lié à la GTP, elle reste fixée à l'effecteur et elle continue à le stimuler, et l'effecteur continue à réaliser cette fonction. Il continue à réaliser sa fonction. Très bien. Alpha GTP, malheureusement, et elle va se rendre compte que l'argent ne fait pas le bonheur. Elle va arrêter son activité commerciale, et elle va hydrolyser le GTP en GDP. Elle va hydrolyser le GTP en GDP par une activité GTPasique intrinsèque. Elle dépend, cette activité, elle est contenue dans son âme, elle est contenue dans son esprit, elle est constitutive à elle-même, parce qu'au début, elle était modeste. Donc elle va revenir à ses origines, et elle va redevenir modeste. Elle va se détacher de cet argent, elle va se détacher de cette richesse énergétique, et elle va hydrolyser le GTP par le GDP. Bien sûr, cette activité GTPasique intrinsèque, elle va être activée par certains facteurs qui favorisent les émissions TADD, d'accord? Donc ce sont des facteurs extrinsèques qui vont favoriser son retour. Donc l'activité GTPasique, elle est lente, mais elle va être activée. Elle va être activée par certains facteurs extrinsèques. Elle retrouve son activité GTPasique. La retransforme en une alpha GDP. Alpha GDP va se détacher de son mari. Elle va divorcer de son mari parce qu'elle ne trouve rien chez lui à part sa richesse. D'accord? Je ne sais pas si on fait vraiment ça de notre temps. Et elle lui dit: la richesse ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le fond. D'accord? Alpha GDP va se dissocier de l'effecteur, et elle va retrouver ses amis. Elle va se refixer sur ses amis. La dissociation de alpha GDP va arrêter le fonctionnement. Et c'est comme ça que est réalisé l'effet enzymatique qui dépend de la protéine G. Je reprends très rapidement. Tout commence lorsque une hormone se fixe sur le récepteur. L'hormone étant fixée sur le récepteur devient actif. Le récepteur, quand il devient actif, il change de conformation. Quand il change de conformation, il va se fixer sur la protéine alpha GDP. Une fois, attention, parce que dans certains cours, on inverse. On vous dit qu'il y a dissociation, puis échange de GDP et GTP. Tu m'as gardé cet exemple. C'est en échangeant le GDP contre GTP qu'on devient orgueilleux. Et quand on devient orgueilleux, on se sépare. Attention, dans certaines versions du cours, c'est l'inverse. Comme elle se détache, puis elle échange le GDP. C'est faux, d'accord? Elle commence par échanger le GDP par un GTP, puis elle se détache. Très bien, oui, très bien. Donc il y a une fixation de l'hormone sur le récepteur, puis après fixation de l'hormone sur le récepteur, il y a un changement de conformation du récepteur. Le changement de conformation du récepteur va activer la protéine G-alpha. La protéine G-alpha va échanger le GDP contre un GTP. Elle devient active, elle se détache du complexe bêta-gamma, elle va se fixer sur l'effecteur, elle commence à activer
récepteur, elle commence à activer son effecteur en se fixant. Une fois son effecteur est activé, elle reste fixée sur son effecteur une bonne durée de temps. Il y aura une activité GTP-asique, qui fera en sorte que alpha GTP redevienne alpha GDP. Alpha GTP redevient alpha GDP et elle se défixe de son effecteur, elle se refixe sur le complexe bêta-gamma et je peux reprendre le cycle. Attention, attention, attention. D'accord? L'acquisition du GTP se fait par échange. L'acquisition du GTP se fait par échange. J'ai une alpha GDP, j'ai une alpha GTP. La alpha GTP, j'ai une alpha GDP. La alpha GDP devient alpha GTP par échange. Elle va donner le GDP et retrouver le GTP. C'est l'acquisition du GTP. Mais l'acquisition du GDP se fait par hydrolyse. Elle n'échange pas GTP contre GDP. Attention. Elle va hydrolyser le GTP en GDP. Elle va hydrolyser le GTP en GDP. Oui, vous avez une question? Oui. Au repos, la protéine G n'est pas liée au récepteur. C'est le récepteur qui, une fois activé, va se fixer sur alpha. Il va se dire... ce n'est pas important. Toutes les protéines sont diffusibles. C'est le récepteur qui va vers alpha. D'accord? C'est lui qui a subi cette modification. D'accord? Il faut savoir que c'est des protéines transmembranaires, c'est des protéines, selon la fameuse théorie du mosaïque fluide, les protéines sont fluides. D'accord? Très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut savoir que le récepteur couplé à la protéine G, il y a plusieurs types. Il existe des protéines couplées à la protéine G, il existe des protéines couplées à la protéine G qui possèdent 7 domaines transmembranaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il passe par la membrane plasmique 7 fois. Il a une extrémité interminale, le récepteur terrestre. Lorsqu'il possède une extrémité interminale, puis il entre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Puis il a une extrémité C-terminale. Le récepteur, on l'appelle récepteur à serpentine. Activité serpentine. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à un serpent. Parce qu'il ressemble à un serpent. On l'appelle récepteur serpentine. On l'appelle récepteur serpentine. Très bien. Très bien. Il ressemble à un serpent. Je peux avoir pour ceux qui nous regardent, c'est un serpent qui a une certaine longueur. Très bien. Donc ce récepteur, il est appelé récepteur serpentine. Est-ce que c'est clair pour la protéine G? Est-ce que c'est clair pour la protéine G? Est-ce qu'il faut reprendre? Ce n'est pas la peine. On avance. Allez, on avance s'il vous plaît. On avance. Donc quand les récepteurs couplés, on est en train de parler des récepteurs membranaires et on est en train de parler, allez, on finit bientôt. Le fait que vous ayez compris le fonctionnement de la protéine G, c'est le plus important. Maintenant, ce sera des informations en vrac que vous devez apprendre par cœur. Les récepteurs couplés à un effecteur par l'intermédiaire de la protéine G. Vous voyez que c'est un récepteur qui est couplé à un effecteur, mais il n'est pas couplé directement. Il n'y a pas de contact direct entre l'effecteur et entre le récepteur. C'est à travers la protéine G qui va apprendre une leçon de vie sur la vraie richesse que je peux faire communiquer mes deux protéines réceptrices et effectrices, le récepteur et l'effecteur. Le principe, regardez ce qu'on vous dit. Le fonctionnement, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Le fonctionnement des récepteurs implique l'activation des protéines G qui, à leur tour, activent des effecteurs qui produisent des seconds messagers, signal résultant des mécanismes de transduction, qui eux vont exercer des fonctions diverses constituant la réponse cellulaire. Donc le but final c'est quoi? C'est que cette hormone en se fixant sur son récepteur, elle induit la formation par l'effecteur, d'un second messager. Je l'appelle second messager. L'hormone, je l'appelle comment? Je l'appelle premier messager. Ce qu'il y a avant la transduction, c'est le premier messager. Ce qu'il y a après la transduction, c'est le second messager. Ce qu'il y a après la transduction, c'est le second messager. Très bien, très bien. Les récepteurs couplés aux protéines G interviennent dans les réponses aux hormones.
aux neuromédiateurs, les processus de la vision, vous venez vous-même de me donner l'exemple, de l'olfaction, du goût, du toucher, de la croissance cellulaire, l'entrée des virus et de certaines bactéries. Il y a des exemples, de très nombreux exemples dans la pathologie qui sont liés à la protéine G, D'accord? Quels sont ces exemples? Les deux fameux exemples, ce sont la toxine colérique et la coqueluche Oui. كما قلنا طبيبة قلت لكم باللي elle regarde des émissions pour qu'elle soit stimulée. C'est ça le GAP. On va en parler en détail de ces facteurs. En tout cas, j'avance selon le processus du cours. Maintenant, vous avez compris le fonctionnement de la protéine G. Maintenant, on avance. D'accord? On va parler du GAP. D'accord? Très bien. Comme la toxine colérique et la coqueluche. Il faut savoir que le choléra, il faut le choléra. D'accord? Vous devez connaître le choléra. Très bien. Le choléra va agir sur la protéine G. Le choléra va agir sur la protéine G. Je vais vous dire cela, comment ça fonctionne. Soit à la fin de la séance, quand on termine. À la fin de la séance, c'est-à-dire la séance. D'accord? Soit à la fin de la séance, soit samedi, Inch'Allah. Vous me posez la question, comment le choléra réalise cette fameuse diarrhée en agissant sur la protéine G? On peut expliquer cela. Très bien. Donc certains agents pathogènes, certains agents infectieux peuvent agir sur la protéine G. On continue, s'il vous plaît. Structure du récepteur. Allez, ils nous disent le récepteur est formé de 7 domaines transmembranaires. Il est appelé récepteur serpentine. Très bien. Il existe 3 boucles extracellulaires. Il nous dit qu'il existe 3 boucles extracellulaires, E2, E3, E4. D'accord? Attention, il est en train de nous dire qu'il y a 3 boucles extracellulaires. D'accord? Le nom de ces boucles, je les appelle E2, E3, E4. La question que vous devez me poser, il est où E1? E1, c'est l'extrémité interminale. Donc j'ai une extrémité interminale, E1, puis j'ai des boucles E2, E3 et E4. E2, E3, E4. Alors bien, je commence par E2, je ne commence pas par E1, parce que E1 c'est l'extrémité terminale. Très bien. Et 3 boucles intracellulaires, C1, C2, C3. Après C1, C2, C3, il y aura une extrémité COH, je l'appelle extrémité C4. À l'heure actuelle, plus de 850 récepteurs couplés à la protéine G sont connus. Ils sont classés en 5 familles en fonction du ligand et du type de liaison. Tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y a 2 familles importantes. Ce sont les familles dont on vous a parlé dans votre cours. La famille de la rhodopsine et la famille de la sécrétine. La famille de la rhodopsine et la famille de la sécrétine. La famille de la rhodopsine, vous avez le fameux exemple de la physiologie de la vision. L'exemple de la rhodopsine où il y a une activation et une inactivation de la rhodopsine. Et la famille sécrétine, ce sont les récepteurs couplés à la protéine G qui sont contenus dans le tube digestif. Ce sont les récepteurs de la protéine G qui sont contenus dans le tube digestif. Allez, encore on avance. Il nous donne des caractéristiques de chacune des deux. C'est-à-dire de la protéine A, rhodopsine, et de la protéine A, sécrétine. La famille de rhodopsine, la rhodopsine est un pigment sensible aux stimuli lumineux situé dans la rétine de l'œil. Vous avez vu cela en physiologie de la vision. Celui qui veut des détails, il va regarder le cours sur la physiologie de la vision. La rhodopsine est un GPCR responsable de la transduction du signal lumineux. C'est quoi le facteur activateur maintenant? C'est la lumière, c'est les photons. Très bien. Parmi les ligands de cette famille, maintenant, quels sont les ligands qui peuvent stimuler la famille de la rhodopsine? Quelle est la lumière, mais il y a d'autres effecteurs. Il nous cite l'adrénaline, l'angiotensine 2, la CTH, les gonadotropines, etc. Ce n'est pas important. La famille des sécrétines, la sécrétine est une hormone régulant la physiologie de l'appareil digestif. Parmi les ligands, quelle est la sécrétine, le glucagon, la parathormone, c'est des hormones qui sont impliquées dans la physiologie de la digestion. Ce n'est pas important, il ne faut pas retenir ces facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 grandes familles de GPCR.
il y a deux grandes familles, il y a 5 familles, mais parmi eux, 2 grandes familles importantes, la famille aerodopsine et la famille acécritine. La famille acécritine, c'est celle que je trouve dans l'appareil digestif, ou la famille aerodopsine, c'est celle que je retrouve dans la physiologie de la vision. Dans la physiologie de la vision. Allez, on a terminé. Courage, courage, on a presque terminé. Hein. Quel que soit le ligand de ces récepteurs, la liaison ligand-récepteur entraîne un changement de conformation du récepteur qui est à l'origine du message transmis. Je suis dans une protéine G, s'il vous plaît, je suis dans une protéine G, ou je suis dans un récepteur couplé à la protéine G, je suis dans un récepteur couplé à la protéine G. Le fait qu'il y ait fixation, d'un ligand ou d'une hormone sur un récepteur couplé à la protéine G, il faut qu'il y ait un changement de conformation. La liaison d'une hormone sur un GPCR doit induire le changement de sa conformation pour que lorsque sa conformation est changée, il puisse activer la protéine G-alpha pour que G-alpha échange le GDP contre GTP pour qu'elle devienne active, pour qu'elle se dissocie de bêta-gamma, pour qu'elle puisse aller activer son effecteur pour que son effecteur réalise le second messager ou donne naissance au second messager. Très bien. La protéine G, elles sont formées de 3 sous-unités. La protéine G, on va maintenant parler de la protéine G. Elle est constituée de 3 chaînes alpha, bêta, gamma, 3 chaînes polydipeptidiques différentes. Donc je vais parler d'un hétérotrimère, comme je vous ai dit tout à l'heure. À l'état de repos, en l'absence d'hormones, le récepteur et les protéines G n'ont aucune interaction. Ils n'ont aucune interaction. Qui a posé la question? Vous. Ils n'ont aucune interaction. Au repos, lorsqu'il n'y a pas d'hormones, le récepteur la protéine G. Là, ils sont séparés. La protéine G est séparée du récepteur au repos. Dans la protéine G, les sous-unités bêta et gamma sont étroitement liées. La protéine alpha, bêta et gamma sont étroitement liées. Attention. C'est comme les histoires des 3 amis. Il y a toujours 2 amis qui sont plus proches, d'accord? Ou la troisième t'en as chacun, d'accord? Des fois elle est là, des fois elle est pas là, d'accord? C'est toujours comme ça. Donc bêta et gamma sont liées. Elles se disputent très rarement. Alpha, des fois il y a activation, des fois il n'y a pas activation. Donc les 3 protéines, elles constituent un hétérotrimère, 3 molécules qui sont liées l'une à l'autre. Mais la liaison entre bêta et gamma, elle est plus forte contre alpha et les 2 autres. Très bien. À l'état de repos, la sous-unité alpha est liée à bêta-gamma et porte un nucléotide guanylique qui est le GDP. Alpha au repos porte le GDP. Alpha au repos est pauvre. Alpha au repos porte le GDP. Alpha au repos porte le GDP. Continuons. Il faut terminer cette partie. Allez, un peu de courage. Les protéines G sont insérées dans la membrane grâce à des substituts lipidiques. On vous dit que oui, la protéine G, c'est une protéine. D'accord? La protéine G, c'est une protéine qui est liée à la membrane. Je vais me passer. Bon, j'arrête. La protéine G est une protéine. La protéine G est une protéine qui est liée à la membrane. Elle est liée à la membrane grâce à des acides gras. On vous dit qu'il y a une extrémité. Allez, s'il vous plaît, essayez de suivre avec moi. Essayez d'imaginer. Il faut faire travailler votre imagination. Ça va vous faire augmenter le nombre de synapses. Très bien. Pour devenir plus intelligent. Plus intelligente. Sayyidin al-Karimain. Allez, on continue. Très bien. Donc ils doivent être fixés. La protéine G est fixée à la membrane plasmique. Elle est fixée à la membrane plasmique de 2 côtés. Elle est fixée par l'extrémité N-terminale de alpha. Et elle est fixée par l'extrémité C-terminale de gamma. Regardez. Voici ma membrane plasmique. Au niveau de cette membrane plasmique, il y a la sous-unité alpha, il y a la sous-unité bêta, il y a la sous-unité gamma.
Donc la sous-unité alpha c'est une protéine qui a une extrémité N-terminale et qui a une extrémité C-terminale. Bêta qui kiff, gamma qui kiffe. Donc gamma elle a une extrémité C-terminale. Est-ce qu'on est d'accord? La protéine G elle est liée grâce à l'extrémité N-terminale de alpha et à l'extrémité C-terminale de gamma. La question que je vous pose, pourquoi la sous-unité bêta n'est pas liée à la membrane? Réponse incomplète. Allez, essayez d'exprimer votre réponse. تقدر تسألني في الوسط. هيا qui peut me dire شكون الشاطر؟ لا الشاطرة. La sous-unité bêta n'a pas besoin d'un fixateur parce qu'elle est intimement liée à gamma. Elle est intimement liée à gamma, donc c'est sa fixation à gamma qui lui permet d'être fixée. Qui lui permet d'être fixé à la membrane. Donc la protéine G est fixée grâce à l'extrémité N-terminale de alpha et grâce à l'extrémité C-terminale de gamma. L'extrémité C-terminale, qui trouve alpha justement, bêta il reste pas fait gamma. Et ce qui lui permet de rester lié. Très bien. Allez, on continue. Donc, la sous-unité alpha, c'est-à-dire l'extrémité N-terminale de la sous-unité alpha, elle est liée à des acides gras spécifiques, le palmitoyl et le méristyle. Ou la sous-unité gamma, par son extrémité C-terminale, elle est liée par la géranyle et la fernézyle. C'est des acides gras, d'accord? Ils peuvent venir sous forme de QCM. Très bien. Donc, palmitoyl, méristoyl, palmitoyl et méristoyl N-terminal et farnésyl et géranyle du côté C-terminal. Palmitoyl c'est le fameux acide palmitique à 16 atomes de carbone qu'on retrouve dans l'huile de palme. L'huile de palme qui est utilisée pour synthétiser votre shampoing. Et après shampoing ou dunya. D'accord? Très bien. Et le savon, l'huile de palme. L'huile de palme avec lequel on arrive à tuer des milliers d'animaux. Ah oui, d'accord. Ça, mais la بالكش هالطبيبة vous êtes la plus grande tueuse d'animaux. D'accord. باش تكوني على بالك بالشامبوان بالصابون بالكيراتين بالابخي شامبوان بالفيرني d'accord بالادوسيسون كلش. Vous êtes en train d'exterminer la nature. Bravo. Allez, on continue. Mécanisme de fonctionnement, on en a parlé. Ce n'est pas la peine de le reprendre. Ce n'est pas la peine de reprendre le mécanisme de fonctionnement. On le reprend quand même. On a une hormone, l'hormone se fixe sur son récepteur. Une fois l'hormone fixée sur son récepteur, le récepteur est activé, il change de conformation, il se lie à alpha, alpha échange le GDP contre un GDP, elle devient active, elle se dissocie de bêta gamma, elle va aller se fixer sur l'effecteur devient active. La sous-unité alpha va exercer une activité GTPasique intrinsèque pour se dissocier de l'effecteur. Une fois dissocié de l'effecteur ne réalise plus son action. Attention, on vous dit que l'hydrolyse enzymatique du GTP en GDP se fait grâce à l'activité intrinsèque de la protéine G qui est accélérée par les GAP ou les GTPase Activating Protein. C'est un processus, parce que le processus intrinsèque est lent. Puisque le processus intrinsèque est lent, il y aura des facteurs extrinsèques qui vont venir, d'accord, qui vont venir à la protéine G alpha et ils vont activer son activité GTPasique. D'accord? Vous avez compris très bien. C'est quoi le GAP? Le GAP est un facteur. C'est vous qui avez posé. Le GE? Oui, je l'ai sauté. Il fallait que je parle des deux. Est-ce que vous avez compris pour le GAP? D'accord? Il va activer l'activité GTPasique. L'échange entre GTP et GDP, oui. L'échange est réalisé grâce à un groupe de protéines appelé le GEF, Guanine Exchange Factor. Le Guanine Exchange Factor, c'est un facteur qui permet d'échanger le GDP contre GTP. Il y a deux protéines, deux nouvelles informations que je suis en train de vous introduire. La première information, c'est le GEF. La deuxième information, c'est le GAP. Le GEF, c'est quoi? C'est une protéine
D'accord? C'est une protéine qui aide, un facteur qui aide la protéine alpha à échanger le GDP contre un GDP. D'accord? طبيبا هذا le GEF هو اللي ماشي مليح ويقول il faut devenir riche. D'accord? ou le GAP هو اللي مليح يقول عاود يولي متواضع. Donc le GEF il favorise l'échange entre GDP et GTP, et le GAP il favorise l'hydrolyse du GTP en GDP. L'hydrolyse du GTP en GDP. Haya Tabiba, naam, la question. Tabiba, your question. Oui, معليش. اللي راحتك. راحت. Sûr. Allez. Très bien, on avance. Donc revoilà notre schéma, d'accord, qui nous résume. Lorsque alpha est fixé à la GTP, elle va activer les effecteurs. Elle va réaliser son activité GTPasique pour éliminer un phosphore et être lié à la GDP. Une fois liée à la GDP, elle va se refixer sur bêta, gamma et retrouver son aspect initial. Et on a terminé avec la protéine